bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Tout à l'heure, vous pourrez réagir, 0826 300 300, après les infos de 9h, sur ce qu'a dit Olivier Faure, mais aussi sur tous les sujets d'actualité, évidemment. Vous avez maintenant l'habitude. Olivier Faure, les militants socialistes ont voté. Il y aura donc une liste autonome aux européennes. Vous confirmez ? Je confirme, il y a eu un vote hier soir, et donc près de 90% des socialistes ont fait ce choix, qui résulte d'une situation. En fait, nous avons toujours dit la même chose. Nous souhaitions avoir un débat avec l'ensemble de la gauche, vérifier quels étaient les sujets sur lesquels on pouvait s'accorder. Et puis, ce débat n'a pas été rendu possible. 2 formations sur 5 ont annoncé qu'elles partaient déjà. Et donc, ce débat impossible, nous avons fait un choix, celui d'assumer ce que nous sommes, d'avancer, et puis de partir parce que le feuilleton sur la liste commune ou pas a assez duré et qu'il n'est pas le meilleur feuilleton que nous ayons à produire. Donc maintenant, nous allons nous battre parce qu'il y a un vrai sujet. Nous avons le sentiment qu'il y a une ouverture qui s'est réalisée en Europe avec la question de crise sanitaire, crise écologique, et qui ont permis des avancées. On a suspendu le pacte de stabilité, on a permis une dette commune, on a été jusqu'à produire ce qu'on appelait le Green New Deal, en fait, oui. Le pacte vert. Et puis, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous avons le sentiment que l'Europe change peut-être de logiciel. Mais nous voyons aussi que la droite, l'extrême droite, font tout pour revenir en arrière et qu'on revienne au triptyque bien connu, concurrence, libre-échange incontrôlé et austérité. Et donc nous voulons au contraire utiliser ce moment pour pouvoir mettre en avant les valeurs qui fondent la social-démocratie, le socialisme écologique, c'est-à-dire la solidarité, la coopération, et puis cette volonté d'avancer ensemble. Je vais revenir sur l'Europe que vous voulez. On a besoin d'Europe. Ou on n'a pas besoin d'Europe. On a besoin d'Europe, de plus d'Europe. Mais on a besoin de mieux d'Europe. On a besoin d'une Europe qui fasse le boulot, comme ça a été le cas pendant la vaccination lors de la crise sanitaire, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que je ne vois pas très bien comment on pourrait à nous seuls résoudre la crise écologique. Si on veut vraiment enrayer le réchauffement climatique, ça ne peut pas se faire à l'échelle d'un seul pays. C'est à minima un continent qui lui-même doit entraîner le reste du monde. Donc oui, nous avons besoin d'une Europe qui prend conscience à la fois de sa force, mais aussi qui prend conscience de ses responsabilités. Nous le faisons en Ukraine, il faut maintenant aller plus loin, et donc il faut une Europe qui assure sa propre souveraineté et qui soit un modèle pour le reste du monde. Alors, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste avaient décidé de présenter une liste autonome aux européennes, donc vous avez vous aussi franchi le pas. Vous avez proposé une réunion rapide à vos alliés de la NUPES. C'était lundi, dans une lettre. D'abord, est-ce que vous avez eu des réponses ? Non, je ne les ai pas encore revus. Et traditionnellement, on s'écrit, on se parle, et donc je pense que j'aurai une réponse rapide. Mais vous proposez toujours cette réunion ? Oui, bien sûr. Moi, je souhaite que nous n'ayons Même avec des listes autonomes ? Oui, bien sûr, mais regardez ce qui se passe en Espagne. Oui. Vous avez le Parti socialiste ouvrier espagnol, dirigé par Pedro Sánchez, avec Sumar, la gauche radicale espagnole. Ils partent séparés aux élections européennes, et ils veulent gouverner ensemble. Le SPD, le socialiste allemand, avec les Grünen, les Verts allemands, gouvernent actuellement ensemble l'Allemagne, et pour autant, ils partent avec des listes séparées. Et donc, moi, ce que je cherche, c'est à dire qu'au soir du 9 juin, il faudra additionner l'ensemble des scores de la gauche et des écologistes pour permettre de comprendre quel est le rapport de force dans notre pays. Et puis après, nous aurons, derrière les élections européennes, à remettre sur le métier le projet que nous devrons proposer en 2027 aux Françaises et aux Français, parce que nous n'avons pas gagné sur le projet précédent. Et donc, il faudra faire notre propre inventaire, accepter l'idée que celles et ceux qui veulent accompagner la gauche puissent venir à la fois critiquer, enrichir, prioriser et faire en sorte que nous ayons un projet qui soit vécu comme crédible et qui permette la victoire. Parce que moi, je ne suis pas là, vous l'aurez compris, simplement pour témoigner. Je suis là pour que la gauche puisse l'emporter. Si vraiment nous pensons ce que nous disons, c'est-à-dire que nous avons peu de temps sur la question écologique, que nous avons une crise sociale qui ne s'apaise pas, nous devons effectivement, par devoir vis-à-vis de ceux qui nous font confiance, avancer. Un projet commun en 2027, ça veut dire un candidat commun. Moi, je le souhaite. Vous êtes favorable à un candidat commun en 2027 ? Oui, absolument.
commun de la gauche. Hein, absolument. Évidemment. De toute la gauche. De toute la gauche. Toute la gauche, allant du Parti communiste, des Insoumis, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti socialiste. Absolument. Hein, on est bien d'accord. Bien. Est-ce que ça pourrait être Jean-Luc Mélenchon ? Ça pourrait être n'importe lequel de ces 4 formations politiques. Je vous pose franchement la question parce que j'ai entendu le Parti communiste, Fabien Roussel, dire Jean-Luc Mélenchon fait perdre la gauche, ou fera perdre la gauche. Pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon... Vous êtes d'accord avec lui ou pas ? Ce que je crois, c'est que Jean-Luc Mélenchon est à la fois un formidable débatteur, qu'il a prouvé à 2 reprises qu'il était au bord du 2e tour. Ce que nous savons aussi, c'est que si la logique de conflictualisation permanente devait demeurer, le risque, c'est qu'il ne soit pas le meilleur candidat. Est-ce que ça veut dire qu'il torpille la NUPES ? Avec cette logique, avec ce comportement-là ? Je ne sais pas s'il torpille la NUPES. Je crois que chacun a la responsabilité de l'ensemble et que chacun devrait se comporter de manière telle que, par ses paroles, il n'ait jamais à blesser quiconque dans la NUPES. Et que nous devrions chacun chercher où est le centre de gravité permanent de notre collectif pour pouvoir avancer et qu'à chaque fois que l'un d'entre nous cherche à tirer la couverture à lui, le risque, c'est effectivement de fracturer. Et donc, moi, je souhaite que nous puissions parler à chaque fois à l'ensemble de la gauche et avancer parce que nous avons une responsabilité qui est lourde. Oui, mais est-ce que vous pouvez continuer à vous allier avec un parti qui dit que la police tue, qui défend le port de l'abaya à l'école et qui veut renverser le capitalisme ? Je vous pose franchement la question. Mais il y a... Moi, je cherche à bâtir quoi ? Je cherche à bâtir un contrat de coalition sur les 5 prochaines années. Je ne cherche pas à définir, en fait, ce que chacun doit penser pour l'éternité. Il y a des différences entre nous. Elles sont évidentes. Autrement, nous serions dans le même parti. Moi, je n'ai pas... La laïcité, l'universalisme... Enfin, il y a de profondes différences. Mais vous croyez qu'il l'Europe... Mais vous croyez qu'il n'y a pas de profonde différence entre, aujourd'hui, la coalition qui est au pouvoir ? Vous croyez qu'il n'y a jamais eu de différence quand François Mitterrand dirigeait le pays et que ou quand Lionel Jospin avait la gauche plurielle, vous pensez que ces différences-là n'existaient pas ? Bien sûr qu'elles existaient. Ça n'a pas empêché de gouverner. Ça doit simplement être... Alors qui empêche l'union ? Jean-Luc Mélenchon lui-même, sa personnalité, sa façon de concevoir la vie politique ? Je crois qu'il y a parfois, avec Jean-Luc Mélenchon, des propos qui mettent en danger, mais comme c'est le cas pour Fabien Roussel, parce que je vois qu'aujourd'hui, chacun cherche à dire la NUPES ou la gauche, c'est moi. Non, la gauche, c'est tout le monde. Et donc, nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin de faire en sorte que chacun s'accorde, qu'on ne soit pas tout le temps en train d'expliquer que, effectivement, on ramène tout à soi. C'est le problème de ce bal connu, qui est ce bal des égos, qui fait que nous avons à chaque fois buté sur cette échéance. Rendez-vous compte en 20 ans, à 3 reprises, la gauche n'était pas présente au second tour de l'élection présidentielle. Est-ce que ça doit continuer ? Est-ce que ça doit être maintenant l'exception quand la gauche arrive au second tour ? Moi, je crois au contraire que la gauche a un message à délivrer à ce pays. Sur les grands sujets qui sont devant nous, sur ceux que vous traitez chaque matin, quand vous êtes, sur le pouvoir d'achat, sur la question écologique, sur la question démocratique, nous avons besoin d'une gauche puissante. Et donc, moi, je ne me résous pas à l'idée de chaque fois rejouer le jeu des gauches irréconciliables. Alors, il va falloir trouver un bon candidat. Il faudra trouver un bon candidat. Il faudra trouver un bon candidat autre que Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il a été battu combien de fois ? Il a été battu 3 fois. 3 fois. Est-ce que vous souhaiteriez qu'il soit battu une 4e fois ? Non, je ne souhaite pas que quiconque soit battu une 4e fois. Mais je souhaite, en réalité, ne pas... si aujourd'hui je disais, je disqualifie tel ou tel... Je comprends. Ça veut dire que finalement, en fait, je considère que c'est le socialiste uniquement qui a le droit d'être candidat. Ça n'est pas le cas. Nous avons tous le droit et nous choisirons le moment venu avec le bon processus pour parvenir au meilleur ou à la meilleure candidate. Bien, Olivier Faure, l'Europe. Je reviens à l'Europe, avant de vous parler de Sonia Chikirou, mais l'Europe, Sophia, pourquoi je dis Sonia, Sophia Chikirou, l'Europe, quelle Europe, alors, voulez-vous, pour nous résumer, sur l'Ukraine, pas d'ambiguïté. Okay. On est bien d'accord, vous êtes derrière l'Ukraine, il faut continuer à armer l'Ukraine, on est bien d'accord ? Absolument. Olivier Faure ? Bien. Je vous arrête d'un mot, mais il faut le faire non seulement pour les Ukrainiens, mais il faut le faire aussi pour l'Europe. Pourquoi ? Parce que quand Poutine a commencé en Syrie, en Tchétchénie, puis en Géorgie, et puis en Crimée, nous avons tous, d'une certaine façon, fermé les yeux, accepté cette situation.
Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, Poutine n'a pas considéré que c'était simplement, en fait, une forme d'accord. Il a considéré que c'était une possibilité pour lui d'avancer plus loin. Et donc, si nous ne voulons pas connaître ce que nous avons connu à d'autres époques, c'est-à-dire une forme d'impérialisme autocratique qui s'impose à l'ensemble de l'Europe, nous devons effectivement poser des digues, dire là, c'est pas possible, ça s'arrête maintenant. Sur le nucléaire, vous êtes clair, là aussi. Il faut absolument développer le nucléaire. Il faut accepter l'idée. Vous avez vu que l'Allemagne réactive des centrales électriques au charbon. Vous avez vu ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est une erreur colossale. Oui. C'est au nom de l'abandon du nucléaire, rouvrir des centrales à charbon, ou autrefois, là ça s'est interrompu parce qu'il y a la guerre en Ukraine, mais aussi aller chercher le gaz russe. Donc tout ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que vous avez une énergie qui est décarbonée, le nucléaire, et parce que vous n'en voulez plus, vous allez chercher des énergies carbonées. Donc par ordre de priorité, il faut commencer par décarboner notre économie et ensuite nous ferons en sorte, dans les décennies qui viennent, de faire en sorte que nous sortions du nucléaire quand les énergies renouvelables seront arrivées à maturité. Mais dans l'ordre des facteurs, il faut commencer par faire ce qui nous est demandé par le GIEC, c'est-à-dire faire en sorte d'interrompre ce réchauffement climatique qui menace la vie sur Terre. Alors, Sophia Chikirou, vous avez vu le documentaire, enfin l'émission Complément d'enquête? Non, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais hier soir sur le vote des militants et donc je n'ai pas vu le documentaire. En politique, on ne s'excuse jamais, dit-elle. Vous êtes d'accord avec elle ou pas? Je ne suis pas sûr qu'il ne faille jamais s'excuser. Je pense que quand on a tort, on s'excuse. Oui. Mais je ne sais pas d'où ça... Vous n'avez pas vu l'émission, donc mais simplement, lorsqu'elle traite des collaborateurs de tafiole, de merde, ça vous choque, c'est un délit. Hein, je condamne, évidemment. C'est après ce que j'ai compris dans le teasing qui a été fait de cette émission. Il y a des propos dans des boucles internes qui sont effectivement qui sont condamnables parce que effectivement, tafiole, c'est homophobe et c'est une évidence. Maintenant, je ne sais, j'ai l'impression quand même que on en fait beaucoup. Autour de Sophia Chikirou, j'aimerais qu'on en fasse autant sur Dupond-Moretti, quand il-même fait des bras d'honneur à l'Assemblée nationale, quand on a un ministre de la Justice qui est mis en examen et qui ne démissionne pas. Je vois quand même que il y a quand même une façon de procéder avec Sophia Chikirou et qui doit s'expliquer, et qui doit maintenant s'expliquer devant la justice, puisque visiblement elle est accusée de malversation. Donc là, la justice devra trancher. Il faut que les salariés s'il y a des salariés qui s'estiment victimes, eh bien qu'ils puissent saisir parce qu'il y a un code du travail qui s'applique y compris à Sophia Chikirou. Donc je pense qu'il y a là matière à faire en sorte que le droit soit respecté à tout moment. Et personne ne relève d'un régime d'impunité. Et donc si Sophia Chikirou a été l'auteur de malversation, eh bien elle devra en répondre devant la justice. Élargir le champ de l'article 11 de la Constitution qui permet tous les référendums. C'est ce que propose le président de la République. C'est ce qu'il a proposé mercredi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République, le Parlement pourrait décider l'organisation d'un référendum sur l'immigration, par exemple, demandé par la droite et l'extrême droite. Vous êtes favorable à un référendum sur l'immigration? Vous pensez que ça serait utile? Je vois bien quel est l'intérêt du chef de l'État, c'est qu'il cherche en réalité à aller puiser ses voix, ses suffrages à droite et à l'extrême droite, et que c'est avec eux qu'il cherche à faire un deal pour changer la Constitution. Moi, j'aurais préféré que le chef de l'État s'intéresse plus largement à l'équilibre des pouvoirs, qu'on en finisse avec le pouvoir personnel, qu'on n'ait plus un chef de l'État omnipotent. La Constitution de 58 à 65 ans, c'est un bel âge pour la retraite. Et donc, il aurait fallu, au contraire, changer la Constitution. Changer la Constitution. Je prends un autre sujet, qui m'intéresserait très directement. Et créer la 6e République. Oui, et je pense qu'aujourd'hui, la 5e a montré ses limites. Elle est née d'un quasi-coup d'État. Il faudrait maintenant que nous sommes dans une société qui est apaisée, en tout cas qui devrait l'être, arriver à faire en sorte que nous puissions retrouver le rêve des premiers républicains, qui est d'en finir avec le pouvoir personnel. Je reviens d'un mot sur un sujet qui m'intéresserait très directement. J'aurais aimé que, par exemple, dans les sujets qui doivent intéresser une réforme constitutionnelle, par exemple, on protège les sources des journalistes. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui se multiplient
les attaques contre la presse avec cette collègue que vous avez, cette consoeur qui, avec disclose, a mis en évidence le fait qu'il y avait des actions illégales de la France en Égypte et qui est maintenant privée de ses sources, où on va chercher dans ses sources pour comprendre comment elle est arrivée à ça. C'est quand même un problème. Si encore elle avait dévoilé des secrets qui menaçaient la sécurité nationale, je comprendrais. Mais là, arriver à faire en sorte que quand on dénonce des sujets qui sont des sujets d'intérêt général, je ne comprends pas qu'on vienne leur chercher des poux dans la tête. Et donc il faut protéger la presse parce qu'il n'y a pas de grande démocratie sans presse libre. Des migrants de Lampedusa seraient à Paris. J'emploie volontairement le conditionnel. Hein. Parce que, pas de confirmation, mais bon, faut-il, si c'est avéré, faut-il les accueillir, les régulariser ? Mais je ne sais pas quelle est leur situation. Moi, je ne sais pas s'ils relèvent du droit d'asile. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ceux qui relèvent du droit d'asile sont accueillis. Bien Ceux sûr. Qui ne relèvent pas du droit d'asile sont reconduits dans leur pays, quand c'est possible. Si c'est possible. C'est votre position sur les questions migratoires. Absolument. Ma position, elle est simple. C'est que vous avez les voies classiques qui permettent d'arriver sur notre territoire. Vous êtes étudiant, vous avez le regroupement familial, et puis vous avez le droit d'asile qui permet de protéger ceux qui sont des réfugiés. Et puis vous avez une situation pour ceux qui sont déjà en France, qui sont parfois travailleurs, et donc moi je souhaite que les travailleurs sans papier puissent être régularisés, parce qu'il y a une forme d'hypocrisie absolue. Tous les travailleurs sans papier. Oui, tous ceux qui ont aujourd'hui un emploi. Un contrat de travail. Un contrat de travail. CDD ou CDI. Des cotisations. CDD ou CDI. Oui, alors, le titre de séjour peut varier. Oui. C'est-à-dire qu'il peut être pluriannuel pour ceux qui ont un CDI et annuel pour ceux qui ont un CDD. Parce qu'il faut arriver à faire en sorte qu'on a aujourd'hui une forme de marché parallèle qui s'est installé avec des gens qui payent des cotisations, qui sont des salariés, mais qui ne sont pas régularisés, et donc qui sont les otages d'employeurs indélicats, qui les font tourner et qui font tourner notre économie. Et donc, moi, je souhaite qu'effectivement, on puisse faire en sorte de ne pas vivre ce paradoxe, cette absurdité. Vous avez aujourd'hui un gouvernement qui multiplie les obligations de quitter le territoire français, les OQTF. Il y en a eu 140 000 l'an passé, 19 000 exécutés. Donc, on ne peut pas renvoyer et on ne veut pas intégrer. Alors, on fait quoi? On crée le chaos, on crée le désordre, on crée en fait des situations de non-droit qui font qu'en réalité, eh bien, nous sommes dans une situation complètement folle. Est-ce que ça veut dire avec des gens qui vivent en marge de la société et qui parfois basculent dans le délit. Olivier Faure, est-ce que ça veut dire que vous voterez l'article 3 de la prochaine loi immigration, article 3 sur les métiers en tension? Je ne sais pas ce qu'il en restera après le passage au Sénat, mais les métiers en tension, c'est une chose. Moi, je vais plus loin que les métiers en tension. Oui, vous allez plus loin. Donc, je prends... S'il fallait prendre uniquement les métiers en tension, je ne vais pas dire que je suis contre tout ce qu'on peut régulariser. Je suis pour qu'on les régularise. Est-ce que ça crée une situation où ça permettrait de voter l'ensemble du texte? La réponse est non. Bien. Oui, vous ne voterez pas l'ensemble du texte. Ce n'est pas suffisant pour que vous puissiez voter l'ensemble du texte. Voilà. J'ai résumé la situation. Exactement. Bon, c'est un bon résumé. Bon, très bien. Le Haut-Karabakh, vous y êtes allé. Oui. Est-ce que... Alors, la situation est un peu complexe. Elle n'est pas un peu, elle est terriblement complexe. J'ai entendu l'Azerbaïdjan le président Aliyev prêt à des pourparlers avec l'Arménie sous médiation de l'Union européenne. C'est une avancée pour vous ? Je suis habitué à ce que les propos d'Aliyev soient des propos qu'il faille prendre avec beaucoup de précautions. Je me rappelle, il y a malheureusement peu de temps, il y a 2 ans, quand le président Aliyev avait annoncé publiquement, chez lui, ça a été peu commenté, mais la stratégie qu'il posait, il avait à l'époque, lors de la dernière guerre avec le Haut-Karabakh, il avait annoncé que ça ne s'arrêterait pas là, que son objectif était de relier l'Azerbaïdjan à la Turquie, et donc de reprendre, y compris non seulement le Haut-Karabakh, mais de reprendre aussi une partie de l'Arménie. Et donc, en fait, quel est le rêve d'Aliyev, c'est son objectif, comme celui d'Erdogan? C'est en réalité de recréer ce qu'a été l'Empire ottoman. Et donc, moi je vois qu'il y a aujourd'hui des empires qui se réveillent, des ex-empires qui se réveillent, qui cherchent à tester les démocraties que nous sommes et de voir quelle est notre capacité de résistance. Et quand ils voient, comme pour Poutine, comme pour le régime de Xi Jinping aussi en Chine, partout, ces gens nous disent, écoutez, nous, on a décidé de reprendre
nos territoires, nos droits, et on va avancer. Et si vous ne bougez pas, on avancera. Et donc, là aussi, face à Aliyev et face à l'Azerbaïdjan, il faut que l'Europe soit en fait un bloc qui puisse s'imposer face à l'Azerbaïdjan. Donc envoyer des armes, oui. Sanctionner l'Azerbaïdjan, oui. Que l'Europe arrête d'acheter le gaz azéri, parce que c'est aussi une façon de dire à Aliyev, en réalité, bon, on peut moyenner, ok, on ferme les yeux parce que nous avons besoin de votre gaz. Ben non, il y a un moment où il faut effectivement, et ça reboucle aussi avec ce qu'on se disait juste avant sur le nucléaire, c'est que nous avons besoin aujourd'hui de retrouver notre propre autonomie énergétique pour pouvoir être en mesure de résister à tous ces dictateurs qui aujourd'hui font la loi et imposent finalement un monde sans les droits humains. Vous avez vu ce que Vladimir Poutine a déclaré à propos du Haut-Karabakh. La reprise du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan était inévitable, a dit Vladimir Poutine. Il y a un peu d'ambiguïté quand même dans les propos et dans les choix, les décisions du Premier ministre arménien. Oui, enfin, je ne vais pas commenter. Oui, je ne vais pas affaiblir un gouvernement qui est déjà assez. Je comprends. Maintenant, juste d'un mot. Puisque... Emmanuel Macron a dit le temps n'est pas aux sanctions. Vous demandez des sanctions. Moi, je demande des sanctions et je demande aussi à ce que le président du Haut-Karabakh puisse être libéré immédiatement, puisqu'il a été emprisonné et qu'il lui est promis la peine perpétuelle. Mais comment peut-on accepter, nous, l'Europe, accepter que le président, en fait, du Haut-Karabakh, cette république du Haut-Karabakh, soit emprisonné simplement pour ce qu'il est et pour avoir dirigé cette république démocratique pendant des années. Voilà. Merci d'être venu nous voir, Olivier Faure. Mais merci à vous, Jean-Jacques Bourdin. Sur l'antenne de Sud Radio, vous réagissez évidemment. Vous réagissez, ce n'est pas compliqué. 0826 300 300. Merci. Il est 8h55. Plusieurs sujets seront développés. Tout à l'heure, tiens, je vais vous poser la question à propos du numérique. Est-ce qu'il faut lever l'anonymat sur les réseaux sociaux? Alors normalement, cette nuit, en fait, il y avait. Moi, je m'étais élevé contre cet amendement de cette député de Renaissance qui s'appelle Paul Midi. Qui sera là tout à l'heure d'ailleurs. Et qui a finalement, cette nuit, renoncé ses amendements, ce qui est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bien, nous parlerons de cela tout à l'heure, le numérique, l'anonymat, tout à l'heure entre 9h30 et 10h. Il est 8h56, merci.